Vostra. On est dans un monde où la disruption technologique, elle peut arriver très vite. Et dans l'info, on l'a vu avec la presse écrite qui a été mise en difficulté par Internet, etc. Ouais. Donc il faut toujours être sur le qui-vive, être très agile dans l'adoption des nouvelles technologies, des nouveaux formats, parce que sinon, tu peux te faire concurrencer, tu peux disparaître. Il y a les GAFA qui sont à l'affût sur beaucoup de sujets. Et donc, oui, il faut un petit peu les moyens pour se permettre d'avoir cette R&D, mais en fait, si tu ne la fais pas, tu vas perdre encore beaucoup plus d'argent dans le futur. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama que je vais passer en compagnie de Yannick Kézard. Bonjour François, ça va ? Ça va bien et toi ? Merci d'avoir accepté cette invitation. Yannick, pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que certains ne te connaissent pas encore, tu es le Head of News Innovation au groupe TF1. Ouais, en français, responsable de l'innovation de l'info. Voilà, bon, c'est la faute de ton poste, de ton profil LinkedIn Bah qui est en anglais. C'est pour parler au monde entier. Exactement, mais si tu fais bien de le dire en français, c'est important. Et puis là, en discutant aussi, tu me disais qu'en plus de ce poste, depuis quelques semaines, tu es aussi responsable des réseaux sociaux de l'info. De TF1. De TF1. Alors évidemment, on a eu l'occasion de parler un peu de TF1 récemment à ce micro. J'avais fait un épisode avec Olivier récemment, Olivier Ravanello, qui est le directeur de l'info digitale du groupe. Donc on a eu l'occasion, je le dis, c'est un disclaimer quelque part, on travaille ensemble, on a refait le portail de TF1 Info, l'UX, l'UI. Donc voilà, c'est aussi un disclaimer, mais ça a été aussi en fait l'occasion de se rencontrer. Je ne te connaissais pas. Alors depuis, effectivement, je vois un peu tout ce que tu fais, notamment au JT, où t'es quand même visible, t'es un des visages un peu de l'innovation du groupe TF1 et tu fais pas mal de choses et notamment autour de la news, donc je trouvais assez intéressant de faire un épisode avec toi et donc je te remercie d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir. Rapidement, j'aime toujours bien savoir un peu d'où viennent les invités, ton parcours. T'as un parcours de journaliste un peu classique, entre guillemets, et qui démarre, alors ça je l'ai appris un peu en off chez Nice Matin. Alors oui, en fait j'ai fait un stage, quand tu fais une école de journalisme, tu as un stage d'été à faire de 2 mois, qui est forcément dans la presse quotidienne régionale. Ah, c'est obligatoire en PQR? Ouais, en PQR, 2 mois pour vraiment faire de l'actu locale et c'est très formateur. Et donc moi j'ai fait ces 2 mois à Var Matin, Toulon, parce que j'ai de la famille qui est dans le coin et c'était super. D'accord, on a parlé de tes costumes à l'époque. C'est vrai ? Oui. Ah, je crois que je connais ta source. Un certain Damien, peut-être. Exactement. Mais sinon, voilà, après, donc, tu as continué ton parcours chez Canal+, puis TF1. T'es arrivé là-bas directement sur l'innovation ou en tant que journaliste à la base? Non, je suis arrivé à TF1 il y a 5 ans, en 2017, pour rejoindre le service économie et donc couvrir l'actualité économique en m'occupant notamment de l'actualité des nouvelles technos, de l'économie numérique, de tout ça, mais aussi avec ce projet de développer les nouveaux formats à l'antenne, notamment en plateau. C'est quelque chose que j'avais installé sur iTélé, où j'étais auparavant dans le groupe Canal+. Ce sont des interventions en fait pédagogiques en plateau, devant un grand écran, pour expliquer très simplement, sans jargon, avec des dessins, des pictogrammes. La vulgarisation, voilà. De nouvelles technos, alors, du grand public. De la vulgarisation sur tous les sujets. D'accord. Sur iTélé, je le faisais sur l'économie, c'était une rubrique quotidienne sur l'économie. Et sur TF1, l'idée, c'était aussi d'apporter cette pastille, en tout cas ce savoir-faire, de pouvoir expliquer très simplement en plateau des choses sur l'actualité, alors beaucoup économique parce que ça s'y prête, mais pas seulement. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivé à TF1 en 2017. D'accord. Et donc, comment tu passes de ça à être responsable de l'information, de la news, de l'innovation de la news?
Alors en fait, moi j'ai toujours eu un esprit un peu créatif, où j'ai toujours voulu inventer des choses. J'aime pas trop faire uniquement avec l'existant. Je m'intéresse toujours à essayer de faire progresser, en tout cas de faire évoluer les choses sur lesquelles je travaille. Quand je suis arrivé à iTélé, pour leur faire très rapidement, au départ je suis arrivé au service politique pour couvrir la présidentielle de 2012. Donc j'ai couvert l'élection présidentielle, et puis à l'issue de cette année-là, il y avait un truc qui me tracassait, c'est que je me rendais compte que en économie, on était en pleine crise de la dette européenne, il faut se souvenir, avec la Grèce, avec toutes ces choses-là. Et globalement, ce qui se faisait en télé principalement, c'était soit des reportages avec des images d'archives, des images prétextes, des planches à billets, des voix off, etc. Ou bien en plateau, il y avait des éditorialistes expérimentés qui venaient analyser la situation. Mais il manquait en fait cette brique de pédagogie. En pleine crise économique, les gens ne comprenaient pas ce qui se passait. Et moi, je pensais que pour l'expliquer au mieux, c'était ni avec des images de billets ou de caddies de supermarché, du stock photo, quoi. Ni avec un éditorialiste qui vient donner son avis. D'experts, certes très éclairés, mais c'est pas de la pédagogie. Ce qu'il fallait, c'était presque quelqu'un de pas expert, en tout cas autant qu'un éditorialiste, mais qui viendrait vulgariser la chose. Et donc, j'ai fait une proposition à la direction de iTélé. À l'époque, c'était Cécilia Ragnaud et Céline Pigalle. Je leur ai fait un pilote d'un format où j'étais en plateau avec un iPad qui contrôlait un écran et sur lequel on affichait des pictos, des chiffres, des courbes, des schémas pour vraiment vulgariser l'actualité économique. Je leur ai proposé ça, elles l'ont accepté, et donc à partir de la rentrée de septembre 2012, j'ai présenté ça en quotidienne, et à partir de là, je me suis rendu compte qu'en fait, on n'avait pas besoin simplement d'utiliser les formats existants, on pouvait aussi inventer des formats. Il faut se dire en fait que depuis la création du journalisme, depuis les premiers journaux, et avant ça même peut-être les premières personnes qui relayaient l'information oralement ou dans des livres, les nouveaux formats, c'est inévitable dans l'histoire du journalisme. La radio en elle-même, quand elle est arrivée, c'était un nouveau format qui a bouleversé la presse écrite. La télé, quand elle est arrivée, c'est un nouveau format d'information qui a bouleversé la presse écrite et la radio. Video Kill the Radio Star. Toi aussi, tu l'avais en tête. Bien sûr. Ensuite, Internet, les sites Internet ont un peu bouleversé aussi la presse écrite. Maintenant, on est à l'ère des réseaux sociaux. Ce sont des nouveaux formats, mais c'est toujours la même histoire qui se répète. C'est un nouveau format. Celui-là, il est un peu plus vertical, il est un peu plus court, un peu plus péchu. Mais ça reste un nouveau format d'information. Et puis celui-là aussi, il va être remplacé à un moment. Il va être disrupté. Alors peut-être par des infos qu'on aura dans nos lunettes de réalité virtuelle ou augmentée. Peut-être par autre chose qu'on peut pas encore imaginer. Mais en tout cas, ça évolue en permanence. Ça ne fait qu'évoluer. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut aussi des journalistes. Et les JT étaient un peu figés quand même à l'époque. Non, le JT, il a toujours beaucoup évolué. Il s'est toujours beaucoup adapté. Franchement, si tu regardes un JT d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans, d'il y a 20 ans, avec celui d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Et régulièrement, le JT, il évolue parce qu'il arrive à s'adapter aussi aux nouveaux codes et aux nouvelles exigences du public. Mais moi, j'ai toujours eu cette envie de voir venir les changements et de voir venir les nouvelles façons d'informer. Et les nouvelles façons, les nouveaux outils aussi, on va en parler, avec lesquels on peut faire de l'information. Donc, c'est pour ça que j'avais fait ces propositions à iTélé. Et quand je suis arrivé à TF1, j'étais toujours dans cette logique-là. Donc, j'ai toujours passé beaucoup de temps à réfléchir à des nouveaux formats, des nouvelles façons de raconter l'information. Et j'allais régulièrement voir Thierry Tuillier, qui est le patron de l'information de TF1, pour lui faire part de mes idées, de mes suggestions, tout ça. Et c'est ce qui lui a donné l'idée, il y a 3 ans, de créer ce poste de responsable de l'innovation de l'info, parce c'est un patron qui a beaucoup de clairvoyance, de lucidité et de vision pour l'avenir, qui lui aussi ne gère pas l'existant. Il sait très bien que tout en étant à la tête du plus grand JT d'Europe, il faut systématiquement se réinventer et en tout cas rester à la pointe. L'existant tourne, il faut plutôt
tourner vers le futur. Exactement, parce que ça peut aller très vite. Et donc, il m'a demandé de m'occuper de ça pour qu'on reste toujours à la pointe et qu'on se serve de tout ce qu'il peut y avoir comme innovation technologique. En plus, moi, je connais très bien la tech pour l'avoir couvert pendant des années. Et mettre, en fait, si on veut résumer mon travail, c'est mettre la technologie au service de l'information, sous toutes ses formes. Le dream job. En tout cas, c'est le mien. Ouais, c'est le tien, mais c'est vrai que ça fait rêver. Ça, c'est plus une remarque perso. Est-ce que ce rôle-là il existe dans d'autres rédactions, chez des concurrents? Puisqu'en fait, là, c'était une création de poste. On parle donc il y a 3 ans, TF1. Alors, spontanément, je posais la question. En même temps, j'y réponds. Il y a Métamédia chez France Télévisions, mais c'est pas exactement la même chose. Est-ce que toi, forcément, tu as regardé un peu ce qui se faisait? Ça existe, hein, dans la concurrence? Alors, en effet, chez France Télévisions, ils sont plusieurs à s'occuper un peu de ça, mais c'est pas uniquement sur l'information. C'est l'innovation dans les médias de manière générale. Mais il y a cette cellule-là avec des gens que je connais là-bas. Notamment. Voilà, Christophe de Valembras, que je connais bien et qui travaille là-bas et que je salue. Après, en dehors de ça, c'est pas un poste qui est encore très répandu dans les médias. D'abord, je pense qu'il faut être un assez gros média pour pouvoir avoir ce pas de côté comme ça sur l'avenir et essayer d'anticiper les changements. Tu veux dire parce que financièrement, c'est un coût aussi. Il faut se permettre d'avoir... Oui, et puis il faut pouvoir faire autre chose que de gérer le quotidien et l'existant. Ça, c'est important. Moi, je dis toujours, tu peux pas être dans la machine à laver et préparer la prochaine machine à laver. Donc, quand tu as des personnes comme ça qui préparent l'avenir et qui préparent ces nouveaux formats un petit peu de demain et qui font cette transformation au quotidien qui est très lourde à porter, tu peux pas en même temps sortir des articles tous les jours, être la tête dans le guidon, etc. Donc, quand tu es un plus petit média, c'est plus compliqué. Mais là où ça existe beaucoup, ce type de poste-là, et ça va pas te surprendre, c'est aux États-Unis, où des médias comme le Washington Post, AP, il y a un journaliste que je suis beaucoup qui s'appelle Francesco Marconi, qui est un Américain d'origine italienne, et qui a écrit un bouquin d'ailleurs sur ça, et qui a été un des tout premiers à porter comme ça l'adoption de nouvelles technologies au service de l'info. Donc ça va être la data, l'intelligence artificielle, des supercalculateurs. Moi, je m'intéresse beaucoup à la réalité virtuelle, la réalité augmentée, parce que ça va être le format de demain. Donc voilà, il y a un peu ces visions-là aux États-Unis. Mais en Europe, on est encore un petit peu au début de ça. Oui, et puis comme tu le dis, il y a aussi, sur le modèle économique, il faut se permettre. On sait qu'il y a eu la crise des médias, c'était un peu compliqué, donc on a un peu dégraissé dans les équipes pour se concentrer sur la prod du quotidien. Donc effectivement, avoir un peu c'est un investissement en fait, quelque part. Oui, mais en fait, c'est dans n'importe quelle boîte qui a envie de durer, il y a du R&D. Oui, il y a de la R&D. Si tu n'innoves pas, t'as beau tourner de manière frugale et faire un peu d'économie chaque mois, je suis pas sûr que ça va durer très longtemps. Ouais. On est dans un monde où la disruption technologique, elle peut arriver très vite. Et dans l'info, on l'a vu avec la presse écrite qui a été mise en difficulté par Internet, etc. La disruption, elle peut arriver très très vite dans l'information. Ouais. Donc, il faut toujours être sur le qui-vive, être prêt à être très agile dans l'adoption des nouvelles technologies, des nouveaux formats, parce que sinon, tu peux disparaître très vite. Tu prends du retard. Tu peux te faire concurrencer, tu peux disparaître. Il y a les GAFA qui sont à l'affût sur beaucoup de sujets. Et donc, oui, il faut un petit peu les moyens pour se permettre d'avoir cette R&D, mais en fait, si tu ne la fais pas, tu vas perdre encore beaucoup plus d'argent dans le futur, parce qu'à un moment, tu vas te faire avoir. Donc c'est presque une obligation pour toi. En tout cas, on doit y réfléchir. C'est très clair. Et concrètement, en quoi consiste ton job? Puisque donc t'es pas dans le quotidien, t'es pas dans la production, t'as plus un rôle de journaliste. Ça dépend des sujets. Oui, parce que effectivement, tu interviens, comme je le disais un peu en introduction, parfois. Alors je sais pas si c'est des proof of concept de ce que tu fais, que tu viens montrer. C'est un peu ça aussi, ouais. L'idée c'est que quand tu réfléchis à des nouveaux formats, à un moment il faut les montrer, il faut les tester, les incarner. Ouais. Donc par exemple, je te donne un exemple très concret. Il y a un nouveau format sur lequel je travaillais qui s'appelle le terrain augmenté, la terre augmentée.
L'idée, c'est que tu pars en reportage sur le terrain et en fait, dans tout ton décor sur le terrain, tu rajoutes de la réalité augmentée de partout pour montrer ce que tu ne peux pas filmer. Montrer le futur, montrer le réchauffement climatique, montrer beaucoup de choses. Et donc, ça, c'est un gros travail de préparation, de post-production avec des infographistes qu'on a. Et ça, c'est un travail que je connais très bien. Donc, c'est un format que j'incarne, on en sort un tous les mois. Et ensuite, une fois que je l'ai un peu éprouvé, je forme aussi les autres journalistes et je les encourage à l'utiliser pour que c'est un format qui s'installe et qui continue à vivre sans moi. Ça, on va en parler effectivement. Et oui, donc toi, tu n'as pas vocation à continuer à incarner ces formats une fois qu'ils sont éprouvés quelque part. Si, je peux continuer, mais l'idée après, c'est aussi de généraliser ce savoir-faire pour que d'autres le fassent. Ouais, c'est très clair. Donc, et ça te prend... Je sais pas, sur une journée type, tu saurais dire un peu une journée type, c'est variable. Ça dépend de l'actualité et des sujets, mais en fait, si tu veux avoir une idée un peu claire de comment j'organise mon travail, moi, je vois toujours 3 piliers. Trouver l'info, traiter l'info, transmettre l'info. C'est les 3 temps du journalisme. Et dans ces 3 colonnes, j'essaye en permanence de voir comment est-ce qu'on peut faire rentrer de la technologie et de l'innovation là-dedans. Donc, si je te prends les 3 exemples, pour trouver l'info, on utilise depuis que j'ai ce poste un algorithme qui est à base d'intelligence artificielle, qui est proposé par une entreprise américaine et qui nous permet de scanner en temps réel tous les tweets qui sont échangés sur la planète. Tous les tweets, même le tweet d'un compte qui a 3 abonnés. Et d'avoir un algorithme qui va essayer de repérer s'il se passe quelque chose. Donc même un passant qui est dans la rue, qui prend une photo d'un incendie et qui l'envoie à ses 3 abonnés, cet algorithme, il va le voir et il va nous alerter en nous disant... Il peut détecter des signaux faibles, etc. Et il va nous dire, attention, il se passe un truc là. Donc ça nous aide à trouver l'info. Ensuite, dans traiter l'info, bon, on a d'autres exemples pour trouver l'info, mais je t'en prends un. Ensuite, dans traiter l'info, on utilise depuis maintenant un peu plus de 2 ans, pareil, des algorithmes d'intelligence artificielle qui font du speech to text. Ça veut dire que quand on rentre de reportage, tu vois, par exemple, nous, on est en train de faire une longue interview, là. Nous, on fait des longues interviews pour le JT. Quand on rentre dans la salle de montage, on va mettre cette interview dans cet algorithme et on va avoir tout le texte de l'interview qui va s'écrire automatiquement. On n'a plus besoin de noircir des pages et des pages, de dérush et tout. Et ensuite, on va retrouver très facilement la phrase ou le morceau de phrase qui nous intéresse, le découper et le mettre dans notre montage. Et ça a fait gagner beaucoup de temps. Et ça, c'est un outil, c'est Trint ou Ouais, c'est ça. Ça s'appelle Trint. Ça a été fondé par un journaliste canadien. Jeff. Quelque chose, oui. J'ai oublié son nom, mais financé par le DNI, je me souviens. Ouais, c'est ça. Le Google DNI. Donc ça, tu vois, c'est pareil, c'est un journaliste. Lui, son histoire, elle est passionnante. C'est un journaliste qui a fait des terrains de guerre aux États-Unis, au Canada, etc. Pour la télé américaine et canadienne, et qui a couvert les guerres en Irak, en Afghanistan. Et il a une 50aine d'années. Et il s'est dit, mais en fait, aujourd'hui, on a la technologie pour arrêter de se prendre le chou à tout écrire à la main, à tout retranscrire à la main. Et les journalistes que je vois autour de moi, ils passent leur temps à faire ça à la main. Donc, il a quitté son job, il a monté cette start-up pensée pour les journalistes. Oui, c'est donc, très orienté l'outil est parfait pour les journalistes. Et donc voilà, donc ça, on a mis en place ça nous permet de gagner beaucoup de temps. Et ce temps, on va le déployer. En fait, c'est ça qui est intéressant. Moi, je trouve que le speech to text, en l'occurrence, c'est un très bon exemple de la coopération machine-journaliste. Ça n'a aucune valeur ajoutée de passer 3 ou 4 heures à réécouter à l'oreille et réécrire à la main tout ce que quelqu'un dit. En revanche, si une machine te refait le transcript, toi, tu vas prendre le temps qu'il te faut pour aller réécouter les passages qui t'intéressent et tu vas gagner de nombreuses heures. Et ces heures-là, tu vas les déployer sur la dimension profondément humaine et irremplaçable de ton métier. Ouais, le traitement de l'info, l'angle de ton article. De passer du temps avec tes sources, de vérifier tes informations, de comprendre un sujet, de bien l'expliquer, de faire ton montage, d'écrire ton commentaire. Et peut-être même que parce que tu sais que tu vas avoir une IA qui va te scripter ton interview, tu vas passer plus de temps en interview parce que tu as moins peur de la quantité de rush que tu vas ramener et tu vas aller un peu plus loin dans les questions que tu vas poser. Donc finalement, tu sers le contenu journalistique de ton propos grâce à la technologie. Ça, c'est un super exemple. L'idée, c'est pas du tout de remplacer les journalistes, là on le voit bien, c'est de les... Alors, j'aime pas trop le terme, mais de les augmenter avec la technologie et de pouvoir... En fait, tout le temps et l'énergie que tu gagnes, on est quand même dans un métier où on manque forcément toujours de temps pour faire les choses, parce qu'il y a l'urgence de l'information.
Et la technologie, elle permet de gagner du temps et de regagner enfin du temps après des décennies à en perdre. Donc là, c'est formidable. En fait, dès l'instant où on va pouvoir avoir un algorithme qui surveille tous les tweets du monde entier, ça, aucun journaliste ne peut le faire. Non, Donc, c'est pas possible. tout ce temps que tu gagnes, tu vas le mettre dans une pratique journalistique qui est beaucoup plus humaine, justement, et que celle-ci, elle est irremplaçable. Où tu as de la valeur ajoutée, quoi. Voilà. Ça, c'est très clair. Et le dernier pilier, qui est transmettre l'info. La diffusion, quelque part. Voilà, ça, c'est tous les formats, en fait. C'est sous quel format je diffuse ensuite mon information. Et là-dessus, on a plein d'innovations. Une sur laquelle on a travaillé ensemble avec Cosa Vostra, qui est le JT personnalisé, qui est sorti depuis la fin du mois de janvier, donc sur l'application et le site TF1 Info. Là, l'idée, c'est de dire que auparavant, le JT, il était forcément à la même heure pour tout le monde, ou bien en replay, mais c'était l'intégralité du journal qui était identique pour tout le monde. Désormais, en utilisant de la technologie, des algorithmes, de la data, etc., en fait, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, sur mon téléphone, sur ma télé, sur mon ordinateur, je peux avoir un JT qui va correspondre aux thématiques d'actu qui m'intéressent. Si en ce moment, j'ai pas envie de m'intéresser à l'économie ou à la politique, je l'enlève. Et donc, j'aurai un JT avec d'autres thématiques, celles qui m'intéressent vraiment. Ça aussi, c'est un nouveau format qu'on a été les premiers à faire chez TF1. Et c'est mettre la technologie au service de l'information, au service d'un autre usage de l'information, qui est celui que certaines personnes demandent aujourd'hui. Ouais. On y reviendra peut-être tout à l'heure justement sur le JT, parce que c'est... concrètement savoir un peu comment ça marche, même si moi je le sais, je pense que c'est toujours intéressant de revenir parce qu'il peut y avoir plein de questions effectivement dessus sur ça a beaucoup fait parler. Filtres, ouais, évidemment, tu vois, et sans que ce soit non plus une révolution technologique, il y a quand même des belles choses à savoir dessus. Avant ça, je voudrais un peu qu'on revienne sur l'innovation, qu'est-ce que ça veut dire effectivement, et dans un grand groupe, qu'est-ce que c'est faire de l'innovation, tu vois, est-ce que c'est de la R&D, est-ce que toi, je sais pas, dans ton job desk, tu vois, ta description de poste, qu'est-ce que c'est de faire de l'innovation, en fait? Dans ce qui concerne, moi, ce que je fais, c'est vraiment sur l'info. Hein. Ouais, sur l'information, innover, c'est... en fait, c'est pour ça que moi, j'aime bien ces 3 colonnes dont je viens de te parler. C'est d'essayer de voir comment les choses sont en train de changer, quelles sont les nouvelles possibilités, soit technologiques, soit en termes de demande, de marché, de public, d'attente du public, et comment est-ce que faire de l'information, informer les gens, ça peut s'adapter à tout ça. Donc, ça peut être soit des nouveaux outils, on a parlé de Trint, par exemple, qui vont venir changer la façon dont les journalistes travaillent. Ça se voit pas à l'écran. Quand tu regardes le 20h de TF1, toute partie de cette innovation, effectivement, c'est pas juste un truc qui brille, qui est pour le public, etc. On la voit pas, celle-ci, parce que toi, tu regardes le reportage d'ouverture du 20h de TF1, tu sais pas si le journaliste, il a déroché avec un stylo, avec un papier ou avec Trint. Ça, tu peux pas le savoir. Mais nous, ça change beaucoup de choses dans notre façon de travailler et dans la modernité, l'agilité d'adoption des nouvelles technologies. Et puis, il y a toutes ces choses qui se voient à l'antenne. Ça va être notre utilisation de la 3D, de la réalité augmentée, des écrans tactiles par moment, tous ces nouveaux formats-là qu'on va voir sur le plateau du 20h de TF1, parfois sur LCI notamment. Ça se voit pour le téléspectateur. Le JT personnalisé, ça se voit. C'est une nouvelle façon de consommer l'info qu'on lui propose. Les réseaux sociaux aussi, c'est pour ça que maintenant je m'en occupe aussi, parce que finalement c'est le prolongement de ça. Ce sont des nouveaux formats pour informer le téléspectateur, mais la valeur de base, ça reste la même chose, c'est transmettre une information fiable, vérifiée, de qualité, concernante, intéressante au plus grand public. Ouais, très clair. Est-ce que tu as des protocole de test, alors ça peut faire un peu scolaire, mais quand tu as de l'innovation, est-ce que tu fais un peu ce que tu veux, tu regardes un peu dans les directions que tu veux et tu veux tester, ou est-ce que tu dois passer par, avant que ça puisse arriver sur un format à l'antenne d'un JT, tu dois montrer, tu dois faire un petit reporting en interne en disant je voudrais tester ça, et comment c'est validé quelque part? L'idée, c'est quand même de tester le plus possible. On teste toujours avant de déployer quelque chose, et là-dessus, moi je suis très aidé par la direction de l'innovation de tout le groupe TF1. Donc là, on est en dehors de l'info, hein, c'est la direction de l'innovation.
qui est dirigé par Arnaud Maupin. Et donc, ces équipes sont souvent en veille, ils me font remonter des choses qui peuvent voir venir, des startups, des pratiques, des changements. Et souvent, donc, ça peut amener à faire des proof of concept, donc des POC, des prototypes avec des startups. On teste des choses et si c'est concluant, on adopte. Donc là, par exemple, on est en train de travailler avec une startup américaine qui s'appelle Flow Immersive et qui permet de faire des vidéos des data storytelling, en fait des vidéos avec des grandes quantités de data qui sont représentées en réalité augmentée. Donc on fait ça pour les réseaux sociaux de TF1 Info. C'est des vidéos qu'on peut voir sur notre TikTok, sur notre Instagram, où justement c'est une façon innovante de projeter par exemple une courbe. Tu vas filmer avec ton smartphone et cette courbe, elle est en train de flotter dans les airs devant toi en 3D. Tu peux tourner autour, venir aller zoomer dedans, regarder des choses. Et ça, c'est une façon de rendre intelligible une information qui pourrait être peut-être un peu aride sinon. Ouais, et puis alors sur cet exemple d'AR, j'avais vu aussi ce qui permettait aussi de voir un peu des notions d'échelle, en fait, de la taille des choses. Je sais qu'il y avait eu le truc sur Curiosity qui permettait de le voir en AR et qui permet vraiment de voir la taille que ça représente et déjà ça apporte une vraie lecture au-delà du côté un peu expérience fun, d'avoir un peu des clés justement sur l'échelle, la taille des choses. Donc des POC, voilà. Exactement, c'est des POC. On fait des POC. Il y a aussi le Media Lab, si tu veux, on peut en parler. Mais en gros, TF1 a un accélérateur de start-up, un incubateur à Station F à Paris, qui s'appelle le Media Lab. Et tous les 6 mois, on incube une dizaine de start-up sur plein de thématiques. Le produit ou le service tourne autour des médias. Hein. Voilà. De toute façon, c'est TF1, donc quelque part. C'est ça. Et il y en a quasiment tout le temps une qui est dédiée à l'information. dont moi je m'occupe, dont je suis le parrain. Et c'est parrain d'une start-up dans la promo, parce que cette start-up travaille pour l'info pendant cette période-là. Okay. Donc, par exemple, là, la promo qui vient de se terminer, on a travaillé avec une super start-up qui s'appelle Voxem et qui permet, aujourd'hui, si vous regardez le journal de 20h de TF1, à la fin, il y a une rubrique qui s'appelle le 20h vous répond, qui est présenté par Garance Pardigon et qui est très interactive. Le but, c'est d'envoyer des questions de la vie pratique, quotidienne. Ça peut être sur le Covid ou sur l'économie, ma facture de gaz, plein d'autres choses. Et maintenant, le 20h, il vous répond. Il répond à vos questions, tout ça. Donc en direct. En direct. Alors, donc là, l'idée, ce qu'a permis Voxem, c'est, pendant que la journaliste est en plateau, il y a un petit QR code qui apparaît en bas à droite de l'écran. Moi, je suis dans mon canapé, j'ouvre mon téléphone, je scanne le QR code, ça me met sur une page, je déclenche la caméra et j'enregistre une petite vidéo, un selfie depuis mon canapé. Je lui dis bonjour Garance, j'aimerais savoir comment est-ce que je peux faire pour renégocier mon contrat avec mon fournisseur de gaz si jamais je vois que ça a trop augmenté, etc. Hop, j'enregistre, je valide, c'est parti. Garance, elle le reçoit. Le lendemain, peut-être que ma vidéo apparaît aux 20h de TF1 sur le plateau entre Gilles Boulot et Garance et elle y répond. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qu'on a testé avec cette startup et ça permet d'avoir cette interactivité. Et là aussi, on utilise la technologie parce qu'on utilise le QR code, le smartphone et c'est quand même beaucoup plus moderne. Et toute la plateforme, effectivement, de workflow, etc. Voilà, derrière, de sélection des messages, etc. Mm-hmm. La bonne adoption du QR code qui a aussi pas mal là-dessus. Oui, on a été accompagné dans notre usage du QR code avec le pass sanitaire, mais c'est vrai que alors ça va rester un temps et puis après il y a autre chose qui va prendre le relais, mais c'est vrai que ça permet de faire ce pont entre le monde physique et le monde digital quand même de manière assez souple. C'est clair. Alors que c'est un truc auquel personnellement je croyais pas, parce qu'on en parle depuis longtemps, hein, tu vois, comme quoi des fois l'adoption de standards, elle peut... Il y a des pays où ça prenait déjà beaucoup. En Chine, t'as un petit stand où le mec va vendre des saucisses, tu viens le voir, tu prends ton sandwich, tu scannes le QR code, tu payes avec ton téléphone en ligne, il a aucun terminal de CB, sur WeChat, il a rien, et c'est parti. Et ça devient un moyen de paiement. Alors nous, on n'en est pas encore là, mais ça peut arriver. Non. Probablement. De toute façon, tout ce qui permet en fait d'éviter le maximum de manipulation. Donc ça va. Mais tu vois, c'est un bon exemple. Le QR code, ça surgit dans les usages. Moi, je me demande comment ça peut servir l'information. En fait, ça sert l'information en faisant la passerelle entre ma télé et mon téléphone. Et ensuite, on se demande éditorialement, journalistiquement,
pourquoi j'aurais besoin de faire une passerelle entre ma télé et mon téléphone? Donc nous, on s'en sert soit pour de l'interactivité, ce que je viens d'expliquer, Avec Voxem. on relaie les questions, mais on s'en sert aussi pour faire du fact-checking. Ces derniers mois, tous les débats politiques qu'il y a eu sur LCI, les débats pour la primaire écologiste, des candidats qui étaient invités sur le plateau, il y avait un petit QR code qui apparaissait. Et moi, je suis en train de regarder le débat ou l'interview politique. Je scanne le QR code, ça m'amène sur le site TF1 Info ou l'appli TF1 Info. Et en direct, j'ai le fact-checking de ce qui est en train d'être dit. Ça veut dire que j'ai un deuxième écran déporté. Le vrai deuxième écran Voilà. qui apporte du contexte. Donc j'écoute l'interview politique et puis à tous les moments où j'entends, dis donc le candidat, ça fait 3 fois qu'il parle de ce chiffre, il a l'air d'y tenir, mais je sais pas vraiment si c'est un chiffre fiable. Bah en fait, sur mon téléphone, en même temps, surgit la vérification de nos équipes qui sont en back-office là et qui vont dire, bah voilà, ce chiffre-là, il est faux, voilà le vrai chiffre, etc. Ça c'est le QR code aussi. Ouais, le lien entre les deux écrans en temps réel, quoi. Exactement. Donc là, on a parlé effectivement un peu, donc dans les innovations, il y a de l'innovation hardware, hein, tu as un peu expliqué, VR, un peu d'AI, il y a les réseaux sociaux. Ça fait que commencer. Ouais, ça fait que commencer. Peut-être on peut, mais d'abord, est-ce qu'elles sont, pour toi, elles sont scindées, ces innovations? Comment se fait un peu l'arbitrage entre les deux? Comment tu parles d'un sujet En fait, le seul arbitrage qu'il y a, c'est de se demander si ça a un intérêt éditorial. C'est-à-dire, est-ce que ça améliore? Ouais, c'est toi, c'est ta North Star, quoi. C'est l'intérêt. Moi, je suis là, de se faire plaisir sur une innovation. Ah non, non, ça c'est hors de question. On n'est pas là pour utiliser du gadget. Par exemple, l'usage qu'on a de la réalité augmentée, de la 3D sur le 20h de TF1. Systématiquement, la question que moi je me pose, c'est ce qu'on va représenter en 3D ou en réalité augmentée, réalité virtuelle. Est-ce qu'on peut le filmer en vrai? Si on peut le filmer en vrai, on va le filmer en vrai. On va pas le faire en 3D pour se faire plaisir et jouer à la Star Wars en plateau avec des choses. Parce que ça peut être tentant quand même. Ça peut être très tentant, bien sûr. Mais c'est pour ça qu'il faut... rôle, toi, Absolument, etc. Je pourrais me faire plaisir et me mettre dans du Star Wars en permanence. Hein. Ouais. Mais non, on n'est pas sur du divertissement, on est sur l'information. Et l'objectif, c'est toujours de se demander si jamais ça apporte un élément éditorial de compréhension de l'actualité. Et donc, par exemple, quand tu parlais des robots sur Mars, nous, on a fait venir le robot Persévérance en 3D sur le plateau du 20h de TF1 pour montrer comment il allait travailler sur Mars, comment il allait creuser le sol, faire des prélèvements, etc. Ça, on peut pas le filmer en vrai. Déjà parce que ça ne s'était pas encore produit, il était en chemin, il était dans l'espace, il n'avait pas encore atterri. Et puis, à filmer, c'est compliqué. C'est un peu compliqué. Donc, c'est parfait. On l'a fait venir en plateau en 3D, on tourne autour, on le montre, on a l'impression qu'il est là à côté de nous. Mais quelque chose qu'on peut filmer réellement, je sais pas, le robot de Boston Dynamics, le robot chien. Si je veux le faire venir en plateau, on le fait venir en plateau. Je ne vais pas le fabriquer en 3D pour me faire plaisir, etc. Donc, c'est toujours l'intérêt, c'est de se dire, si je peux le filmer, notre métier à la base, aux 20h de TF1, au JT de TF1, c'est d'aller filmer le monde pour l'expliquer. Donc, si on peut le filmer, on y va. On va, peu importe où c'est sur la planète. Mais si on ne peut pas, souvent parce que en fait, c'est l'infiniment loin, l'infiniment petit, ou le passé, ou le futur. Ouais. Tout ça, on ne peut pas le filmer. Ouais. Donc, moi, par exemple, je parle beaucoup du futur. On a une rubrique dans le 20h du dimanche qui s'appelle Demain, qui montre comment un secteur va évoluer dans le futur. Ça, on ne peut pas le filmer. En revanche, on sait à quoi ça va ressembler, puisqu'il y a déjà des projets, des équipes qui préparent le futur là-dessus, dans des entreprises, dans des instituts. Donc, plutôt que d'avoir un mec autour de la table et qui te dit « Tu sais que demain, tes vêtements, ils se nettoieront tout seuls, ils pourront pas se tacher, ils seront en fibre recyclée. » Bon, tu as envie de le voir. Donc, on te le montre en 3D, en réalité augmentée, et ça donne un format qui est ludique, mais qui est aussi plein d'informations et qui a une grande densité éditoriale. Ouais, donc c'est vraiment l'arbitrage. Est-ce qu'on peut le filmer? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça apporte un vrai plus au-delà du côté gadget et surtout pas gadget. Et de l'effet, quoi. Tu t'es fait toquer des sujets là-dessus? Non, parce que moi, c'est vraiment toi qui fais ce filtre et c'est accepté à chaque fois. Moi, je suis très exigeant sur les sujets que je choisis moi-même parce que j'ai pas envie d'utiliser ça pour faire du gadget, surtout pas. Je vais pas dire que c'est une ligne de crête, mais tu vois, t'es pas sur des voilà, quand c'est sur de l'AR ou de la VR, il peut y avoir un effet un peu waouh, une belle expérience, mais
Mais voilà, il faut que ça apporte un vrai truc, tu vois. Aux États-Unis ou dans les pays du Golfe, ils utilisent beaucoup dans la télé la réalité virtuelle, la réalité augmentée pour faire du waouh. Et en fait, il y a très peu de fonds parfois. Alors, il y a des trucs très bien. Ce qui peut être gênant presque parfois, tu vois, ce que tu dis, c'est bon. Ouais, oui, c'est bien, mais en fait, il me l'aurait dit, plus simplement, c'était la même. Ouais. Là, il s'est fait plaisir. Ouais. Voilà, tu regardes ce que fait Weather Channel aux États-Unis, ils ont eu plein de prix parce que c'est très impressionnant. Ceux qui font les crues, par exemple. Oui. Enfin, le faire une fois, ça peut être intéressant quand même. Mais bon, parfois, t'expliquer que s'il y a des inondations, c'est dangereux parce que l'eau, elle peut emporter ta voiture et qu'il vaut mieux rester chez toi. En fait, on en a des images d'inondations et tout, donc c'est un peu pour en mettre plein les yeux aussi. Donc voilà, on est très exigeant là-dessus. Est-ce que tu documentes un petit peu tout ça? Je reviens par rapport à la concurrence. On parlait de Metamedia qui, pour moi, alors il faudrait que j'ai Eric Scherer à ce micro, j'aimerais beaucoup, je passe un appel, mais qui est plus un peu pour moi dans une vision un peu de prospective et qui documente pas mal. Il y a la BBC aussi qui documente régulièrement ces processus d'innovation. Ils ont un blog. Est-ce que tu le fais Non, pas du tout. Principalement par manque de temps. Tu t'es posé la question. Ouais, c'est le temps. Oui, en fait, le fait de devoir déjà gérer toutes les innovations à déployer pour TF1, pour LCI, pour le digital et de gérer maintenant les réseaux sociaux, ça me laisse pas le temps de raconter toutes les innovations qu'on fait. Donc pourtant, là, c'est plus une réflexion perso, mais je pense que ce serait hyper intéressant. Oui, bien sûr. Pour toi, Yanni, pour TF1, pour les gens qui suivent ce sujet-là. Je le fais à l'occasion des sollicitations d'interviews comme aujourd'hui avec toi. Donc, j'ai fait pas mal d'interviews, de papiers, de podcasts pour parler un peu de ce qu'on fait parce que c'est bien de le faire savoir aussi. C'est bien de montrer que à l'info de TF1, on n'est pas assis sur nos acquis et qu'on se creuse les méninges pour être toujours les meilleurs et essayer d'inventer beaucoup de choses. Mais voilà, pour le moment, on le fait plutôt savoir comme ça. J'ai pas de blog, non, je publie pas mal de choses sur mon LinkedIn où je raconte un petit peu justement toutes les innovations qu'on fait et je les explique et je réponds à beaucoup de messages. Il n'y a pas un canal sur l'innovation dans la news grand public, on va dire, sur ce que vous faites. Qui prête une piste d'évolution, etc. autour de ce poste, parce que vous investissez dessus, il y a forcément des choses qui ne passeront pas à l'antenne, qui peuvent être intéressantes, ou même, je dis grand public, mais qui peuvent être un peu B2B sur des choses, votre utilisation de Trint. Enfin voilà, en tout cas, moi je lirais ça avec intérêt, tu vois, si ça existait, et je pense que les confrères aussi. Je ferai peut-être un livre un jour, comme ça, voilà. Exactement, et puis je te recevrai pour en faire une promotion. Sur un peu, est-ce que sur ton radar un peu, qu'est-ce que tu vois un peu comme innovation? On a pas mal parlé de VR, AR. Je sais que c'est un peu ton dada, hein, que t'aimes bien ça, et je le comprends. C'est pas seulement le mien en fait. Non, c'est pas seulement le tien, et je vais pas tomber dans le cliché de dire que sur un média vidéo ça marche très bien, etc. Est-ce que tu surveilles tout type d'innovation? Il y a quoi dans ton radar? Alors dans mon radar, il y a si on met d'abord de côté la VR, l'AR, on va en reparler. Après, s'il y a des sujets intéressants là-dessus, autour de la news, qui au-delà de ce qu'on connaît, et parle-en librement, je t'en prie. Non, mais globalement, déjà la data. La data en soi, c'est une source d'information qu'on n'exploite pas encore suffisamment. Nous, on a un partenariat, par exemple, en ce moment avec une startup qui s'appelle Data Politics et qui va analyser l'intégralité de tous les discours des candidats à la présidentielle, toutes leurs interviews, pour faire ressortir de l'information, de la data. En disant, tiens, en analyse de texte, voilà. etc., et qui en sort des faits, de la data. Par exemple, tu pourrais te demander, c'est qui le candidat qui parle le plus de l'Ukraine? Ou qui est-ce qui s'y est mis le plus tardivement à en parler? Ce qui est intéressant aussi, ça, sur des ça angles. dit des choses. Et pour ça, il faut bouffer des centaines d'interviews, les analyser et avoir des données fiables qui en sortent. Bon, ça, nous, maintenant, on sait le faire avec l'aide de cette startup. Mais la data, le gisement que représente la data, on n'en est qu'au tout début. Plus le monde sera transparent en open data, où les entreprises permettront aussi de générer de la data, la vie citoyenne, la vie politique permettra de générer de la data, plus ça sera une source d'investigation et de recherche pour les journalistes et donc de création d'informations. Donc ça, c'est un premier point. Deuxièmement, il y a, pour traiter cette data, il y a la puissance de calcul qui va être intéressante. Moi, je m'intéresse beaucoup à ce que permet l'intelligence artificielle, ce que permettra l'informatique quantique,
quand tu imagines la puissance que les nouveaux ordinateurs pourront avoir, imagine sur le traitement de l'information, si en temps réel, tu as de la data qui est générée sur tout, du trafic de la RATP en passant par le nuage de pollution au-dessus de telle ville, etc. Et que tu as des super calculateurs qui permettent d'analyser tout ça. Ça veut dire qu'en temps réel, tu as des capteurs sur la vie, de manière générale, et qui peuvent t'alerter sur des événements qui peuvent intéresser le public. Donc ça, c'est une source d'information qui est phénoménale. Et je pense que ça va profondément transformer aussi la manière de sourcer, de produire l'information. Il y a aussi la blockchain qui va permettre de pouvoir crédibiliser un cheminement de vérification de l'information pour comprendre que, tiens, ça c'est fiable, c'est transparent dans sa construction et dans son partage. Et puis voilà, et donc la réalité virtuelle, la réalité augmentée, depuis le mouvement là, de métaverse, évidemment que ça va être le nouveau terrain d'information. C'est-à-dire que, exactement comme le smartphone que tu tiens dans ta main, il a transformé ton rapport à l'information, parce que tu peux recevoir des pushs, tu peux regarder des vidéos, tu peux scroller des infos, etc. Évidemment que si demain, on est tous, ou une grande partie, à avoir des lunettes sur les yeux qui nous permettent d'afficher des choses, peu importe si c'est un monde virtuel ou des informations qui s'ajoutent au monde réel, l'information, elle aura sa place là-dedans. Comment tu t'informes avec ces lunettes ? Si ça, on réplique le monde, quelque part, l'info aura toujours sa place. Donc, est-ce que c'est une information qui vient s'ajouter au monde que tu regardes ? De l'information en réalité augmentée ? Est-ce que c'est un monde virtuel dans lequel on va te plonger pour t'informer ? Un espace peut-être pour regarder des reportages en 360, pour suivre en direct une situation à l'autre bout du monde en 360. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles et qu'on regarde avec beaucoup d'attention à TF1. J'imagine. Sur la blockchain, tu as vu des use cases un peu intéressants dans les médias là, j'ai vu autour de communautés, etc. Parce qu'effectivement, on en parle beaucoup. Il y a les NFT un peu au-delà, qui reposent sur la blockchain. Est-ce que tu as vu dans les médias des vrais sujets, au-delà de la hype dont on parle beaucoup ? Est-ce que tu as vu, toi, des exemples un peu concrets ? Là, on est beaucoup dans cette hype, en effet, et on regarde, nous, attentivement ce qui se fait. Mais c'est vrai que cette façon qu'on peut avoir de sécuriser quelque chose, parce que la blockchain... Sur le papier, c'est séduisant. Oui, et dans l'information, c'est important aussi de pouvoir sécuriser, de crédibiliser ce qu'on fait. Donc, il y a beaucoup de choses, et là aussi, on n'en est qu'au début. Ouais, c'est clair. C'est clair, mais c'est vrai que sur ce côté blockchain et NFT, alors sans du tout en revenir, c'est vrai que je cherche encore des fois les bons use cases qui valident un petit peu toute cette techno et tout ça, mais peu importe, faudrait peut-être refaire un épisode presque spécial dessus. Toi, dans ton comment tu screens tout ça, ton processus de veille, ça m'intéresse concrètement, comment tu fais ta veille là-dessus? C'est de suivre les bonnes personnes, de s'informer, de lire les ouvrages. Je parlais de Francesco Marconi d'ailleurs, si les gens qui nous écoutent s'intéressent un peu à la façon dont la technologie et l'IA notamment transforme et va continuer à transformer l'information, moi je conseille de lire son livre qui est très court, qui est très simple. Je mettrai les références. Il s'appelle Newsmakers. D'accord. Et c'est un mec brillant vraiment. C'est plutôt un profil de data journaliste, un peu geek, mais qui a une vision intéressante de la façon dont la technologie va comme ça transformer, et plutôt en bien, justement, l'information. C'est une bonne nouvelle, tout ce qui est en train d'arriver technologiquement pour l'information. Et pour le journaliste. Et pour le journaliste, et donc pour les citoyens. Ouais. Parce que ça va permettre beaucoup de choses. Donc voilà, suivre les bonnes personnes. Il y a aussi des événements qui sont organisés parfois. Il y a la London School of Economics, qui est un groupe d'innovation dans les médias que je suis aussi beaucoup. Il y a aussi une communauté autour de Google. Oui, qui forcément est très actif. Voilà, là-dessus. donc. Est-ce qu'il y a en France des médias ou des sites que tu suis qui sont un peu à la pointe là-dessus ? Ce que publie Metamédia, c'est super intéressant, ouais. et franchement, chapeau à eux, parce qu'ils s'appliquent à partager beaucoup de choses qu'ils voient passer, et heureusement qu'ils le font, et je trouve ça très louable. Le service public a du bon. Oui, non, mais bien sûr. Et voilà, mais globalement, c'est bien qu'il y ait cette notion d'entraide, parce qu'en fait,
le but ultime de tout ça, c'est quoi? C'est d'améliorer la façon d'informer les citoyens pour faire une meilleure démocratie, encore meilleure que et essayer de jouer ce rôle-là. Et la technologie, tous les bouleversements qu'elle amène, peuvent aider à améliorer cette façon d'informer les citoyens. Et c'est forcément imparfait, il y a toujours des remises en question, et évidemment, mais si on se met tous, quand je dis tous, c'est tous les journalistes du monde entier, à se saisir de ces sujets, à partager les bonnes pratiques, on va forcément améliorer le journalisme. Et améliorer le journalisme, c'est toujours une bonne nouvelle parce que ça améliore la citoyenneté dans son ensemble, le vivre ensemble, le partage de l'information et la circulation des savoirs. Et en interne chez TF1, les journalistes partagent cette idée? Comment tu les formes? Est-ce que tu as de la résistance? Comme tout le monde, sont des humains, quand on a nos habitudes, ça marche bien, etc. Est-ce que tu as un peu de friction avec les journalistes? Alors forcément, quand tu apportes du changement, mais quand tu fais de l'innovation, par définition, dans la sémantique même du mot, l'innovation, c'est quelque chose de nouveau, donc qu'on ne faisait pas avant. Donc quand tu apportes du changement dans un process, c'est jamais évident parce que les gens sont toujours très occupés et sont habitués à leur process. Donc il faut avoir beaucoup d'accompagnement, mais on le fait avec beaucoup d'accompagnement justement à TF1. Et globalement, les journalistes sont très à l'écoute de tout ça parce qu'ils comprennent que ça va venir les aider. Tu vois, je reparle de Trint par exemple. Quand je te dis que les 4 heures que tu passais avec stylo à la main à réécouter toutes les interviews que tu as faites, finalement, peut-être qu'en 1 heure, grâce à ça, tu vas pouvoir le terminer même encore mieux et pouvoir naviguer rapidement dans tes séquences. Évidemment que c'est une bonne nouvelle, mais ça demande quand même de l'accompagnement. Donc, on ne peut pas innover du jour au lendemain en claquant des doigts et en ayant l'adhésion de 100% des gens. Il y a toujours un peu de friction, mais elle est normale. Et elle n'est pas malsaine du tout, elle est saine, cette friction, il faut juste l'accompagner. Mais globalement, les journalistes s'adaptent très vite. Imagine ce que c'était que d'être journaliste avant l'arrivée d'Internet, avant l'arrivée du téléphone même, on va dire, puis avant l'arrivée d'Internet. Donc le journaliste, par définition, c'est un métier qui est bouleversé par les nouveaux outils régulièrement. Donc, il est très, très souple et il faut pouvoir avoir cette souplesse. Aujourd'hui, une journée d'un journaliste, elle ne ressemble pas à une journée d'un journaliste il y a 30 ans. Et dans 10 ans, elle ne ressemblera pas à ça encore non un plus. peu différent. Donc, il faut avoir cette souplesse. Aucun métier n'est à l'abri des bouleversements technologiques. Non, c'est clair. Et c'est vrai que là-dessus, les journalistes peut-être... encore plus en tout cas, avec en plus cette difficulté, alors là c'est un peu différent, mais de la remise en question de leur métier, des news, des fake news, etc. Donc c'est vrai que c'est encore doublement remis en question. Sur les fake news justement, tu as vu de l'innovation, des choses qui... alors tu en parlais toi tout à l'heure un peu ce qu'on peut faire avec les QR codes, mais au niveau des technos, tu vois, en ce moment il y a la crise ukrainienne, donc c'est un peu la bataille des images un peu en ce moment. Est-ce que tu regardes, tu as vu des innovations techno qui permettent justement de montrer que ce sont des fake news ou de suivre ça? Alors nous, on a une cellule au sein de l'info de TF1 qui s'appelle les vérificateurs. C'est des journalistes qui font du fact-checking à temps complet et notamment, ils passent beaucoup de temps en ce moment pendant la guerre ukrainienne à vérifier les vidéos qui circulent, pour être sûr que la vidéo qui est en train de faire le tour, ça s'est vraiment bien passé à ce moment-là. Par exemple, il y avait une vidéo qui avait beaucoup circulé d'un père qui disait au revoir à ses enfants avant de partir, etc. On disait que ça venait de tel camp à telle date, etc. Et en fait, avec les outils technologiques notamment, maintenant il y a des outils qui sont assez répandus qui permettent de sourcer d'où vient une vidéo. Où est-ce qu'elle a été publiée en premier, etc. Tu es capable de montrer qu'en fait, non, cette vidéo, elle date même d'avant la guerre. C'était un autre sujet, c'était un autre pays. Il peut y avoir des choses comme ça. Donc ça, c'est très important d'avoir cette... Et là aussi, c'est la technologie qui permet ça. Parce qu'il y a des algorithmes qui sont capables de reconnaître pixel par pixel une vidéo et de la retrouver dans l'historique d'Internet, de te remonter la source, etc. Ça, c'est fabuleux. Un humain, il passerait un temps fou à faire ça sans ces outils technologiques. Et à l'avenir, je te parlais de la data et de la puissance de calcul. À l'avenir, on pourra vérifier très vite des chiffres et des faits parce que ce ne seront que des datas
plus ou moins fiables qui sont quelque part et qu'il faut aller trouver très vite sur un sujet. Ouais, c'est la connexion en fait. Ce sera la capacité à faire la connexion entre cette data et la source, enfin en tout cas la vérifier. Si tu me dis, je sais pas, il y a de plus en plus de fumeurs en France, ben, tu pourrais avoir un algorithme qui a compris ta phrase, qui va chercher les chiffres sur le site du ministère de la Santé, qui va te dire non, en fait non, il y en a de moins en moins. Et ça, je préfère en temps réel. En une demi-seconde. Et checker en direct ce que disent. Et c'est une bonne nouvelle aussi parce qu'avec la blockchain qui va aussi fiabiliser quelles sont les sources fiables. Oui, parce qu'en fait, c'est toujours ça le challenge. Tous les chiffres ne se valent pas. Quelle est la source la plus fiable ? Donc il y a des sources fiables. Il y a des instituts, parfois gouvernementaux, parfois privés, parfois publics, qui publient de la donnée fiable. Il y a des sources scientifiques qui sont beaucoup plus fiables que le blog d'un anonyme ou que sais-je. Et donc, tu vois que tout ça, dans son ensemble, fiabiliser une source avec de la blockchain, analyser toutes les données que produisent ces sources, les comprendre et les traiter très vite avec une puissance de calcul rapide, ça te permet d'avoir très vite un accès rapide à de la vérification. Et là aussi, le but, c'est pas du tout de remplacer les journalistes, mais c'est qu'un journaliste, il a pas vocation à passer 8 heures à scroller dans des tableaux Excel bien sûr. Pour trouver la ligne qui va bien. Lui, il faut que très vite on lui apporte cette donnée et il est capable de la mettre en contexte, de la mettre en relation, de comprendre que non, là l'algorithme s'est trompé, parce que ça arrive énormément, et que c'est pas du tout dans ce sens-là qu'il fallait comprendre ce chiffre-là, mais plutôt dans celui-là. Et c'est ça, c'est une collaboration machine-journaliste qui finalement se met au service de l'information et elle a de beaux jours devant elle, cette collaboration. Ouais, clairement. En tout cas, je le pense, c'est un truc sur lequel je pousse et j'en suis convaincu. J'allais te demander un peu en conclusion sur des conseils, mais je voudrais quand même, je l'avais dit, qu'on revienne 2 secondes sur le JT, parce que c'était un peu ton bébé, quelque part, c'est un projet que tu as beaucoup poussé, qui est assez intéressant. On pourrait penser prime abord, donc là je vais me faire un peu l'avocat du diable, que c'est quelque chose d'assez simple, un peu un effet d'annonce, etc. Tu peux expliquer comment ça fonctionne et si tu as des premiers retours peut-être sur les usages, sur l'app, le site de JT personnalisé, dans la mesure de ce que tu peux dire. C'est peut-être assez simple, mais en tout cas, ça n'avait jamais été fait avant. C'est-à-dire que des JT... Il y a cette primeur quand même d'innovation d'être les premiers à le faire. Bien sûr, des JT, c'est-à-dire un format à la télé où un monsieur ou une dame raconte les informations, il y en a dans le monde entier. Ouais. Mais ils ne sont pas personnalisés. Non, c'est le même pour tout le monde. C'est le même contenu pour tout le monde. Donc, moi, l'idée que j'ai eue, c'est, voyant les nouveaux usages et surtout les possibilités permises par la technologie, je me suis dit, mais en fait, c'est possible de découper le JT en direct, de ranger les sujets dans des catégories. Ouais, donc les taguer quelque part, on sait de quoi ça parle. Ça, c'est de la politique, ça, c'est de l'économie, celui-là, c'est de l'international. On range les choses. Vous le faisiez déjà avant le découpage des sujets ? Oui. C'était pour être publié sur le site internet, pour être publié, voilà, c'est de manière délinéarisée. Ouais. C'était déjà découpé, tout ça. Mais de bien les taguer, pour bien les ranger dans des catégories, et ensuite de permettre, côté utilisateur, sur du front, de choisir des catégories, et de faire se rencontrer les deux. Donc c'est quand il s'onboard, il donne des tags, et puis après il peut changer un peu. Donc, il y a toute une manière de fonctionner. Très concrètement, si vous installez l'appli TF1 Info aujourd'hui, vous allez créer votre compte, et au moment de créer votre compte, on va vous demander quelles sont les thématiques d'actualité qui vous intéressent le plus. Il y a une vingtaine de choix, politiques, économiques, mais aussi dans mon assiette, environnement, culture, divertissement, tout ça. Vous allez cocher ce que vous voulez, et puis au moment où vous voulez lancer le JT personnalisé, à n'importe quel moment de la journée, vous pouvez être dans le bus, chez vous, vous appuyez sur le bouton, et l'algorithme, il va aller chercher dans les sujets des derniers JT quels sont ceux qui correspondent à vos thématiques. Et vous allez pouvoir voir des sujets qui vous avaient échappé, même si vous regardez parfois le JT en direct, plein de sujets, nous, les retours qu'on a justement... Qui viennent de TF1, LCI, non, de pas TF1. de LCI, uniquement de TF1, du journal de 13h ou du journal de 20h de TF1, qui sont encore pertinents, c'est-à-dire que ceux qui sont périmés, Comment tu le sais, ça, qui sont périmés? Parce que on les écarte. On peut mettre une date de péremption sur les sujets, et il y a des sujets qui ont une date de péremption très courte, ouais, bien sûr, peut être de quelques heures, et puis d'autres sujets qui ont des dates de péremption des durées de vie de plusieurs mois. Ouais, bien sûr. Donc, il y a une garantie que ce que vous allez voir, c'est pas... on va pas vous ressortir un sujet d'il y a 2 mois qui dira
Peut-être qu'il y aura un conflit en Ukraine bientôt. Non, c'est Ça, à c'est jour. travailler sur, C'est- sur on a- un mélange voilà, on a- un peu de chaud et de froid, mais jamais de Exactement. périmé. Il y a le début du journal qui va plutôt être les actus chaudes du jour, personnalisées selon vos goûts, mais plutôt les actus chaudes du jour. Et puis la deuxième partie qui va plutôt être du magazine, des sujets plus longs, des sujets plus intemporels, mais sur des thématiques très intéressantes. Si vous vous intéressez aux nouvelles technologies, par exemple, je vous conseille d'aller essayer le JT personnalisé, de cocher nouvelles technologies, et vous allez voir remonter plein de super sujets, par exemple sur comment le fisc utilise l'intelligence artificielle pour repérer les piscines non déclarées des gens, notamment dans le sud de la France. Et bon, ça, c'est un sujet qu'un de mes collègues a fait il y a, je sais pas, 2 mois, mais il peut vous être suggéré là tout de suite dans votre JT personnalisé. Et il est encore parfaitement pertinent. Et si je l'ai vu, je le reverrai pas. Non. Tout ça est tagué Bien en sûr. temps réel dans, Ouais. dans un CRM. Et c'est intéressant aussi parce que dans des moments où l'actualité peut se polariser sur certains sujets, par exemple aujourd'hui c'est la crise en Ukraine, l'élection présidentielle, si vous voulez vous informer sur d'autres choses que ça, c'est une super manière aussi de s'aérer et continuer de s'informer en disant, bon, ok, la crise en Ukraine, je suis à jour, je sais ce qui se passe, l'élection présidentielle aussi, maintenant je voudrais des choses sur l'environnement, sur la science, sur la santé, sur l'alimentation. Ben, vous aurez un JT avec uniquement ça à l'intérieur. Et ça, c'était beaucoup de travail qu'on a fait notamment grâce à vous. Sur l'UX, ouais. Et globalement, on en est très fiers. D'accord. Et ça marche bien en usage ? Oui, alors on communique pas de chiffres sur l'usage pour le moment, mais oui, ça marche bien. Et d'ailleurs, on l'a vu qu'il y avait une vraie attente, une vraie appétence, parce que ça a eu une grande résonance au moment de la sortie. Et les applications sur Android et Apple sont montées très très haut dans le top des classements de téléchargement. Donc voilà. Et pour répondre peut-être sur l'inquiétude que certains peuvent avoir sur les bulles de filtrage, de sélection. Voilà, l'idée c'est de se dire, oui, mais si on fait un JT personnalisé, on va être enfermé dans des bulles, on ne verra que ce qu'on aime déjà. Bien évidemment qu'on a fait attention à cet écueil et qu'on a évité ce piège. Alors ce piège, on l'évite avec des algorithmes intelligents qui permettent de vous aérer, de vous proposer d'autres sujets aussi, qui peuvent être connexes ou qui peuvent être très éloignés. Et puis, de toute façon, le meilleur test, c'est de faire le test. Et quand tu fais le test, tu t'aperçois que ça t'enferme pas du tout dans tes choix. Et que finalement, c'est plutôt un algorithme qui est éclectique. Parce que l'intérêt, c'est de te proposer aussi des choses qui vont t'intéresser. Et de pas t'enfermer dans des préférences, etc. Puis c'est un algorithme qui est à l'écoute aussi. On a par ailleurs un site avec des articles. Si on s'aperçoit que tu es allé lire plusieurs articles sur telle thématique, l'algorithme il va comprendre ça. Et il va donc se mettre à te proposer aussi ce sujet dans ton JT personnalisé. Donc vous améliorez en permanence quelque part un peu le profil. Exactement. Pour pouvoir proposer quelque chose de pertinent. Et ça, tu le suis toi personnellement de près. C'est que je disais que c'était un peu ton bébé, c'était un peu le product owner du JT personnalisé. Non, il y a un product owner sur l'application TF1 Info, mais oui, c'est parce qu'en fait justement c'est une proposition qui est au carrefour entre la technologie et l'information, l'éditorial. Donc c'est pile dans mes cordes. Et l'idée, c'était de se dire qu'est-ce que nous permet de faire la technologie aujourd'hui qui a un sens journalistiquement. Et c'est ce JT personnalisé. D'ailleurs, aujourd'hui, on peut même le regarder dans le début de ce qu'on appelle le métaverse. Hein. Si tu as un casque de réalité virtuelle, Oculus, Facebook, que sais-je, tu peux, dans un salon virtuel, te mettre à le regarder en allant sur le site TF1 Info dans ton casque. D'accord. Ouais, ça, j'ai testé ça dernièrement, c'est super. Ouais, ça marche bien. Ouais, ça marche très bien. Bon, écoute, à regarder. En conclusion, si on est un média, qu'on veut se lancer dans des innovations, quels conseils tu donnerais ? Parce qu'on a parlé un peu de ta veille, de tes tests, de tes POC, un peu évidemment aussi de la volonté de la direction d'aller là-dessus. Mais si quelqu'un écoute cet épisode, qui se dit tiens, il faudrait qu'on le fasse chez nous, qu'est-ce qu'il faut mettre en place ? L'idée, c'est quand même d'être déjà à l'écoute de ce qui se fait. Sur son média, chez les concurrents, et puis de l'attente du public. Finalement, ce qui doit tout le temps guider le travail d'innovation, c'est quelles sont les nouvelles attentes. Et ces nouvelles attentes, on leur propose des nouvelles choses. On peut aussi anticiper les évolutions et proposer des choses avant qu'il y ait des attentes. Mais c'est déjà d'être en veille un petit peu sur tout ce qui se fait, et puis de tenter de prendre des risques. Je pense qu'on est un pays où on a une prise de risque qui est moins bien vu
qu'aux États-Unis, par exemple, où la peur de l'échec effraie beaucoup moins. Mais on est obligé d'échouer, en fait. Si on n'échoue pas, on fait jamais rien. Donc, il faut tenter plein de choses. Il y a des choses qui marcheront pas, il y a des choses qui marcheront très bien. Mais moi, ce que je dis souvent, même aux étudiants dans les écoles de journalisme, quand j'interviens pour parler d'innovation, c'est que les formats d'information d'aujourd'hui n'existaient pas il y a plusieurs années. D'accord, en grande partie. Donc, demain, il y aura des nouveaux formats d'information qui n'existent pas encore aujourd'hui. Ben, c'est à nous, à la génération actuelle, de les créer, ces formats. Et chaque génération a cette responsabilité de créer des nouveaux formats. Il y a des décennies, il y a les premiers mecs qui ont fait des émissions de radio, d'info. Ils découvraient le truc. C'était un nouveau format. Sur les réseaux sociaux, les premiers sont arrivés à faire des nouveaux formats. Et il faut faire ça en permanence. Il faut s'adapter. Il faut avoir les moyens aussi. Quelque part, tu vois, toi, il y a une création de poste, quelque part. Est-ce que ça ne devrait pas se généraliser, ce type de poste ? Après, il y a des innovations qui peuvent être assez frugales et qui se font de manière très agile. Aujourd'hui, faire un live sur les réseaux sociaux, il faut juste un smartphone et un compte sur un réseau social. Hein. Oui, parce qu'en fait, l'innovation n'est pas forcément uniquement techno, ça peut être de format, ça peut être... Exactement. Il faut de la créativité. En fait, il faut une bonne connaissance des outils technologiques actuels, et puis de la créativité, de l'inventivité, et puis une bonne connaissance du métier. C'est-à-dire que moi, ça fait 10 ans que je suis journaliste, je sais ce que c'est que de faire de l'information. Et là-dessus, c'est une bonne base pour essayer de faire de l'information autrement, différemment, en testant des nouvelles choses. Ok, eh ben écoute, à diffuser largement en espérant... Innovons dans tous les secteurs de toute façon, effectivement, mais quand on regardera les livres d'histoire ou les contenus d'histoire, parce que ce sera peut-être pas des livres d'histoire, mais quand on regardera les contenus d'histoire de cette période de l'humanité, on sera dans une période quand même d'explosion des projets, des innovations. Donc, il faut la porter partout, cette innovation. Et l'information, elle ne doit pas échapper à ça. Parce que l'information, ça ne concerne pas que les journalistes, ça concerne tous les citoyens qui veulent s'intéresser à ce qui se passe autour d'eux, dans leur pays, sur la planète. Et peut-être même utiliser ces informations pour agir eux-mêmes à leur échelle. Donc, c'est pour ça que l'innovation dans l'information, ça concerne tout le monde. Eh ben écoute, en tout cas, tu en parles très bien et je te remercie d'être venu en parler à ce micro. C'était un vrai plaisir. J'espère que cet épisode vous a plu et merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et je vous propose de vous retrouver un prochain épisode. Merci et merci Yanni. Salut, à bientôt. Ciao. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.